Elisabeth Nécoli, merci d'être parmi nous pour cette Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ça fait maintenant le 3e forum que vous passez avec nous. Donc, pouvez-vous vous représenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore et puis nous expliquer, bien sûr, pourquoi cette journée est importante? Je suis Elisabeth Nécoli, donc coprésidente de l'Alliance des femmes pour la démocratie, militante, une des militantes maintenant, on va dire un peu historique, du mouvement de libération des femmes, psychanalyse et politique, cofondé par Antoinette Fouque dès 1968. Et je suis également une des responsables des éditions des femmes, de la Galerie des femmes, de l'Espace des femmes, de la Librairie des femmes, etc. Toute création née du mouvement de libération des femmes et d'Antoinette Fouque. Voilà. Alors, pour le 8 mars, pour nous, ça a toujours été une date extrêmement importante, puisque justement, nous sommes de ces militantes du mouvement de libération des femmes, et nous pourrions évoquer, par exemple, chaque 8 mars, puisque nous avons commencé à célébrer le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, initiée, bien entendu, par Clara Zetkin, il y a depuis très longtemps, qui était née d'ailleurs d'une revendication, d'une manifestation, d'une grève et d'une manifestation de femmes ouvrières aux États-Unis. Voilà. Mais pour nous, le 8 mars, nous avons commencé à le célébrer tous les ans, depuis 1975. Et encore aujourd'hui, nous allons célébrer encore une fois le 8 mars 2023 avec nos amis. Donc, alors on pourrait dire que tous nos 8 mars n'ont pas été aussi flamboyants que certains, mais chacun a marqué une étape de conscience, voilà, de stratégie, de lutte pour des milliers de femmes. Parce que nous étions solidaires aussi de millions de femmes dans le monde. Donc nos droits prioritaires de liberté sur le corps, sur nos corps, d'égalité dans les sphères familiales, socio-économiques, politiques, etc., comme ces droits que nous avons obtenus par ailleurs, étaient aussi remis en cause, nous avons toujours manifesté les 8 mars dans les rues et proclamé, soit dans les assemblées, soit au travers de colloques, pour conquérir ces droits et faire inscrire ensuite les droits que nous voulions dans des lois. C'est ce que nous faisons depuis déjà maintenant quasiment 55 ans. Voilà. Alors, je dirais par exemple très très dernièrement, nous avons célébré, par rapport à nos amies iraniennes, on a célébré le 26 février, c'est-à-dire dimanche dernier, on a manifesté avec elles, parce que ça représentait pour elles le 8 mars, c'était la journée des femmes en Perse. Et donc, on a manifesté avec elles, et c'est très, très, très important, puisque nous étions déjà, le 8 mars 1979, à Téhéran, d'ailleurs, à manifester, donc auprès des femmes iraniennes contre la volonté de Khomeini de les faire rentrer à la maison, elles qui avaient participé à cette révolution très importante en Iran. Donc c'est très très important pour nous, pour affirmer tous les 8 mars l'indépendance sexuelle, économique, sociale, politique et symbolique des femmes, et que cette indépendance est revendiquée par les femmes du monde entier. Ça, c'est très important. Parce que je pourrais dire, je sais pas, par exemple, le 8 mars 1980, nous avions lancé un appel en faveur de Tatiana Mamonova et de femmes russes qui étaient russes soviétiques, qui étaient persécutées par le KGB, prises dans le système soviétique. Donc nous avons fait des appels et nous les avons sauvées aussi. Ou alors le 8 mars 1981, je veux dire, lorsque nous avons proposé, à l'instar de la Révolution française, les cahiers de doléances contre la misogynie. Enfin, voilà, où le 8 mars 1982 tout de même, je veux dire, nous avons obtenu, nous avons écrit, Antoinette Fouque avait écrit nommément au nom du mouvement de libération des femmes pour que ce 8 mars 1982 soit un jour férié, chômé, payé pour toutes les femmes, car toutes les femmes y avaient droit et qu'il était distinct du 1er mai. Eh bien, nous n'avons pas eu le jour férié, chômé, payé, mais c'est depuis cette date que Mitterrand avait décidé, et depuis lors c'est tout le temps comme ça, que le 8 mars serait en France, et c'est toujours en France, une fête nationale. Donc, si vous voulez, réellement et symboliquement, c'était très important, et c'est grâce, je dirais, bien entendu, à nos luttes. Alors, moi, je ne sais pas, on pourrait parler des États généraux, enfin bref, de plein de choses encore plus proches de nous. Par exemple, ce 8 mars-là, nous allons évidemment
le consacrer à la question des femmes iraniennes, des femmes ukrainiennes, des femmes afghanes, etc., etc. Mais par exemple, déjà en 1993, on avait manifesté par rapport aux femmes victimes de viols absolument massifs durant la guerre en ex-Yougoslavie. Et c'était quand même, et cela a permis aussi de faire inscrire le viol comme crime contre l'humanité dans le tribunal ad hoc. Donc, ce sont des points qui, à chaque fois, sont très importants. Ou alors, je ne sais pas, 1995 aussi, puisqu'on appelait à préparer la conférence mondiale sur les femmes qui a regroupé 40 000 femmes. Donc, je dirais que d'un côté, si vous voulez, et qui réclamait toute la parité, donc d'un côté, il y a une célébration, mais une affirmation d'existence des femmes, qui se porte sur l'humain. Bien sûr qu'on lutte, Mouvement de libération des femmes ou Alliance des femmes pour la démocratie ou toutes les femmes du monde, on lutte tous les jours, voilà. Mais il y a un moment donné où peut-être telle ou telle revendication a été portée plus avant et s'est transformée en loi. Hein. Ça, c'est quand même très, 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 très important. C'est comme ça, voilà. Alors, je dirais que ce survol très, très incomplet, mais c'est pour dire que nous sommes fidèles. Voilà, au rendez-vous d'une histoire à la participation de laquelle voilà, nous ne renoncerons plus, mais dont nous sommes sûrs désormais que son avenir dépend en très, très grande partie de notre détermination à transformer pour que, je dirais, cette journée prenne enfin, pour la société, pour toutes les sociétés du monde, un visage humain, donc un sens digne et juste pour des femmes et au bénéfice, bien entendu, des hommes. Alors, on vous a entendu dans les différentes années précédentes où ce forum a pu avoir lieu. Cette année, j'aimerais pouvoir vous faire intervenir sur des actes de fierté. Vous avez évoqué plusieurs choses, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé savoir, de façon peut-être un petit peu plus personnelle, de quelles actions vous êtes la plus fière, sachant qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, là, je dirais que avec le MLF et Antoinette Fouque, on peut dire et on peut l'affirmer que pour la France déjà, l'Europe et une certaine partie du monde, les droits des femmes ont avancé en même pas 50 années, plus qu'en 2000 ans d'histoire. Donc déjà, je ne sais pas, quand le MLF a commencé, on ne savait pas ce que c'était les crimes, c'était pas dit les crimes sexuels. Vous voyez, on ne disait pas la violence faite aux femmes. Maintenant, on dit la violence faite aux femmes, mais ça n'existait pas. C'était presque, on pourrait dire, des concepts, mais qui regroupaient des réalités qui n'existaient absolument pas, qui n'étaient pas prises en compte. Donc, on peut quand même mesurer, je veux dire, le chemin parcouru. Alors maintenant, ce dont on est le plus fier, je ne sais pas, c'est la question évidemment de la maîtrise par les femmes, donc de la fécondité. Ça, c'est un point primordial parce qu'il s'agissait de sortir quelle voie de libération pour les femmes? Donc, comment on pouvait sortir et de l'esclavage maternel, c'est-à-dire de la contrainte à la maternité, et de l'esclavage prostitutionnel. Bon. Et ça, c'est par exemple pour l'esclavage maternel, ça devait nécessairement passer par ce qu'on appelle aujourd'hui les droits reproductifs, mais ça n'existait même pas, je veux dire, en termes, vous voyez, en termes comme ça, je veux dire, politiques. Pas du tout, du tout. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, évidemment, a été un des points les plus importants pour nous, puisque à partir de là, on pouvait penser d'autres phases de libération, mais à partir de ce socle, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui maîtrisent la fécondité. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, la question du débat aujourd'hui, de savoir si on fait rentrer dans la Constitution ou pas rentrer dans la Constitution, je veux dire, ce qui serait, on va dire, l'envers d'un droit, je veux dire, à la sexualité, mais même ça, c'est quand même, ce sont des points très, 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 très importants. Donc, je ne sais pas, ce point-là, il est essentiel. Et il a essaimé dans le monde entier. Je veux dire, nous, quand même, quand on s'était retrouvés à la dernière conférence mondiale à Pékin, eh bien, toutes les femmes disaient deux choses. La maîtrise de la fécondité par les femmes et la parité. Et ça allait de pair. C'est le cas de le dire, PAIR. Voilà, et c'est très, très, ça, ce sont des points très, très, très importants. Alors, bon, je ne sais pas, il y a un point aussi par rapport aux violences, parce que une des choses, si vous voulez, les plus
qui sont apparues très immédiatement pour chacune, hein, qui arrivait au mouvement, que ce soit celles, je veux dire, qui l'ont fondé en 68, comme les autres qui y sont venues au fur et à mesure, etc. C'était les violences. C'est-à-dire que la colère des femmes était faite aussi pour combattre les violences qui leur sont faites. On disait il n'y a pas de guerre, on disait souvent il y a une guerre entre les sexes. Non, il n'y a pas de guerre entre les sexes, il y a une guerre unilatérale, permanente et immémoriale qui est faite aux femmes depuis des millénaires, et de ça dans toutes les civilisations. Voilà. Donc il fallait en même temps, pour combattre les violences réelles, donc nommer les choses, nommer les violences, et en même temps, comme disait Antoinette aussi, de trouver, de comprendre, d'analyser, de comprendre pour pouvoir modifier à tous les niveaux, au niveau des lois, mais au niveau aussi de leur application et au niveau symbolique, c'est-à-dire, je dirais, au niveau de la pensée, du langage, de la culture, etc. etc. On se rend bien compte de tout cela. Mais et pour nous, les violences, ça a toujours été ça. Alors, on est parti, par exemple, 2 ans après l'apparition du MLF, vous aviez donc l'abolition de la notion de puissance paternelle qui existait toujours dans le Code de la famille en France. Donc, et après qui a été substituée par l'autorité parentale. 2 années à peine après l'apparition du MLF. Donc, si vous voulez, et après, ça a continué. Ça a continué par rapport aux violences, ça a continué sur toutes les nouvelles lois qui sont sorties, tout le travail sur le viol a été considérable. Moi, je me souviens d'un temps, je veux dire, au tout début, on accueillait beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes en détresse aussi. Je veux dire, on avait ce qu'on appelait des boutiques de droit, pour certaines de nous qui étaient juristes ou avocates comme moi, et on entendait des choses terribles qu'on n'avait jamais entendues, qu'on avait même, comme disait Antoinette, oui, jamais entendu même dans nos familles des choses comme ça, pour moi en tout cas, pour certaines d'autres. Bon, ça, si vous voulez, on a appris complètement à non seulement la réalité, mais aussi comment la combattre. Et on a fait évoluer, c'est vrai, par nos le droit de ce côté-là, jusqu'à, et c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il y a eu les différentes lois, la loi de 80, etc., etc. Il a fallu attendre 1990 ou 92, je ne me souviens plus, pour que la Cour de cassation reconnaisse le viol conjugal comme un viol, parce que les juridictions, les cours d'assises s'y opposaient, mais littéralement, considéraient que c'était le droit du mari sur la femme, et que c'était ça le devoir conjugal. Donc il faut quand même voir d'où l'on vient et ce qu'on a obtenu. Et puis jusqu'à justement ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, et si on prend la question du viol, et que grâce à nos luttes contre ces viols massifs qui avaient lieu en ex-Yougoslavie, on a porté complètement cette question, et Antoinette a formulé, on va dire, cette affirmation qui était: le viol est un crime contre l'humanité. Ça faisait scandale. Eh bien, le viol est un crime contre l'humanité. Nous l'avons porté avec nous, l'Alliance des femmes, avec nos amies, par exemple américaines de l'ANAO, jusqu'à ce qu'il soit intégré, que cette notion soit intégrée dans les statuts du tribunal ad hoc, donc des crimes commis en ex-Yougoslavie. Et depuis, il l'a été pour les crimes commis en Rwanda, il l'a été, etc. Et il est aujourd'hui dans les statuts de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe, je veux dire, en Iran, etc., lorsqu'il y a des viols, je veux dire, volontaires, massifs, etc., eh bien, ce sont des crimes contre l'humanité et ils peuvent être condamnés à ce titre. Et je ne peux même pas vous dire, ce sont des avancées pour la démocratie, mais considérables. Voilà. Alors, donc, c'était vraiment passé on va dire, d'une moralité à une sanction vraiment juridique, en fait. Hein. Oui, parce qu'avant, on disait le viol a toujours existé, par exemple en droit français, mais il était classé dans les attentats aux mœurs. C'est-à-dire, vous voyez, comme on dit aujourd'hui, par exemple, on s'insurge contre ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Ben, les crimes d'honneur, pour le droit français, même ancien, etc., c'était, je veux dire, quand une femme était violée, ce n'était pas elle qui était violée. C'était une atteinte au père, une atteinte au mari, une atteinte, mais jamais une atteinte à la personne de la femme. Ce sont des points quand même très, voilà, très importants, très particuliers, si vous voulez, voilà. Et à chaque fois, et c'est ça quand même on va dire que les femmes ont
ont réussi à faire admettre. Voilà. Bon, il y en a plein, je ne peux même pas vous dire. Je vous ai parlé de la question de la journée justement internationale des femmes en 82. Je vous ai parlé, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a fait avancer beaucoup du côté de la démocratie et du côté du droit. On a aussi toujours essayé de faire avancer en même temps du côté de la création, c'est-à-dire la créativité des femmes. Par exemple, là, on va faire pour le 8 mars là, 2023, chez nous, à la Galerie des Femmes, quelque chose qui est un projet ancien d'Antoinette Fouque et de Sylvina Boissonnat et de nous, bien entendu, au MLF, c'était un musée des femmes. C'est-à-dire, c'était recueillir, si vous voulez, accueillir presque, et recueillir et montrer, et affirmer l'existence des femmes créatrices. Alors bon, c'est quand même, voilà, encore aujourd'hui, si vous voyez, tel ou tel grand peintre, etc., sur le marché de l'art, eh bien, il sera, je sais pas, ce sera vendu à des prix absolument extraordinaires, dans des millions, et quelque chose de, je sais pas, on pourrait dire même encore aujourd'hui Sonia Delaunay, même Aurélie Nemours, même Geneviève Haas, même, je sais pas, Geneviève Claes, enfin, je veux dire, des femmes qui ont fait des œuvres mais considérables, qui ont fait un travail magnifique, je veux dire, sont encore, et qui sont décédées, sont encore extrêmement dépréciées. Elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Et je ne parle que des plus grandes, vous voyez. Donc, je ne parle pas de celles que vous ne connaissez, ni moi, ni vous, encore. Donc, ce sont des... Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a aussi combattu beaucoup, ce que les jeunes femmes appellent la culture du viol, mais que nous pensions être l'inculture du viol ou des violences. Voilà. Et ça, on a beaucoup. Et je pense que c'est très, 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 très important. Voilà. Dans la promotion. Le docteur Mukwege parle de cette masculinité positive. De votre point de vue, Elisabeth Nicoli, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir permettre une masculinité positive aujourd'hui, pour que les hommes puissent aussi être aux côtés des femmes et puissent comprendre que la question des droits des femmes n'est pas une question de femmes? Oui, alors ça, parce que si vous voulez, il y a deux choses. C'est vrai que, alors, d'un côté, les femmes sont victimes, bien entendu, mais comme vous le savez, puisque vous parlez du docteur Mukwege ou de Tatiana Mukanire Mandalir, je veux dire, les femmes résistent à cette guerre qui leur est faite. Voilà, elles affrontent avec courage la violence, les extrémismes, les discriminations pour défendre les droits humains de tous, d'ailleurs. Et on dit les survivantes. Les survivors, c'est ça, c'est les survivantes. Mais Antoinette disait, ce sont des supervivantes. Et donc, c'est-à-dire que même premières victimes des guerres civiles, des intégrismes, des totalitarismes, voilà, elles sont toujours, les femmes, le front pionnier des combats démocratiques. Et ça, on le voit partout dans le monde. Voilà. Et elles œuvrent non seulement à leur libération, mais elles soutiennent de toutes leurs forces combatives et créatrices la démocratie. Voilà. Alors, par exemple, c'est vrai que, alors, il y a un des... Là, je vais me référer à Antoinette parce qu'elle a un de ses derniers entretiens qui était fait avec Marcel Gauchet en 2013 à peu près, et il portait sur la question de la crise de l'identité masculine. Voilà, et ça, c'est un point très, 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 très important, même essentiel, parce que c'est vrai. Je veux dire, on disait toujours, je veux dire, ce qui a été amorcé, si vous voulez, par les mouvements de libération des femmes, et donc par la libération des femmes au niveau mondial, a entraîné, bien sûr, une considérable blessure, que Antoinette Fouque a appelée la blessure génésique, c'est-à-dire, après, Darwin, enfin après Copernic d'abord, donc la Terre, etc. Après Darwin, c'est-à-dire qu'on ne descend pas d'eux, mais on descend, voilà, de l'espèce humaine descend de l'espèce animale. La révolution également psychanalytique, c'est-à-dire l'homme n'est plus maître chez soi puisqu'il y a l'inconscient, bien il y a ce qu'Antoine a appelé la vexation génésique, c'est-à-dire cette blessure qui fait qu'il faut admettre et comprendre que chaque humain, homme ou femme, garçon ou fille, est né d'un corps de femme. Et ça, c'est une blessure, puisque avant c'était Dieu, la création, le maître de l'univers, dans toutes les civilisations. Il n'y avait pas de... Voilà. C'est-à-dire les femmes étaient exclues, expropriées de leur propre création, je dirais, de leur propre génie. Et ça fait une blessure très, 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 très forte. Donc, si vous voulez,
ce que disait Antoinette, c'est qu'il fallait transformer tout cela. Et pour les hommes, elle pensait que les hommes devaient arriver à remplacer l'envie qu'ils peuvent avoir par rapport aux femmes de la procréation, c'est-à-dire ce qu'elle appelait l'envie de l'utérus, par l'expression de la gratitude. C'est-à-dire quand, vous voyez ce que je veux dire, quand une partie de l'espèce humaine remplacera l'oubli des femmes ou l'envie des femmes par le souvenir, la gratitude, la reconnaissance, quand elle disait, quand ils se mettront à penser ça, quelques-uns l'ont fait, à penser justement cette compétence spécifique, mais dont ils peuvent avoir eux-mêmes une connaissance, puisqu'ils sont nés d'un corps de femme, donc ils ne sont pas forcément exclus. Voilà. Alors à ce moment-là, elle disait que la gratitude remplacera l'envie. Voilà. L'amour remplacera la haine. Les femmes seront reconnues dans leur fonction symbolique, mais au bénéfice de toute l'espèce humaine. Voilà. Et vous vous souvenez ce que disaient les poètes, Rimbaud, etc. C'est-à-dire qu'elles seraient, à ce moment-là, les femmes seraient, voilà, comme toujours tous les poètes, parce que ça répond aussi à une partie d'une question que vous m'avez aussi posée, eh bien, toutes les guerres, y compris la guerre unilatérale faite aux femmes, seront remplacées justement par un monde équilibré, paritaire et de paix. Voilà. Mais il faut que les hommes arrivent à mettre en question une identité, si vous voulez, faite sur une domination. Donc, il faut qu'ils se déprennent également de cette identité, ou en tout cas de ce narcissisme qui, hélas, je veux dire, est meurtrier pour la moitié de l'espèce humaine, et est meurtrier également, puisque c'est la même prédation, si vous voulez, et meurtrier également pour, je veux dire, la terre entière. Voilà. Elisabeth Nicoli, merci de ces précieuses informations. Et puis, on continue à vos côtés le combat. Merci à vous, chère Gila. À très bientôt.